même le terme, moi je le dis souvent, on oublie que dans social media, il y a social en fait. Oui. Réseaux sociaux, il y a sociaux. Et en fait, on oublie parce qu'on pense à la puissance des réseaux pour propager un message. Mais on en oublie les individus derrière. On en oublie. Sauf que ce qui me détendait, moi, c'était de passer du temps à l'époque sur un réseau social qui s'appelait Twitter, de la belle époque, où on était à peu près 20 sur ce réseau. Et je live-tweetais ce que je regardais à la télé. Des programmes télé ou alors des matchs de foot. Et c'était vraiment un peu ma bulle de respiration par rapport à mon quotidien de com qui était différent, on va dire. Et puis, est arrivé dans ce groupe-là la transformation digitale. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des livres blancs. Pour barrer les annonces. Je me moque souvent, mais mes premiers stages, j'utilisais un fax. Enfin, ça paraît un autre monde. Oui. Et effectivement, comme tu dis, à quel moment on fait la bascule ? On fait la bascule parce qu'on n'a plus le choix. Et que quand tu J'ai envie de dire, on ne te présente plus. Eh ben si. Il faut quand même. Si, quand même. Alors, il faut. Émilie Ross, aujourd'hui, c'est consultante social média pour le foot. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui pour définir Émilie Ross ? Bon, aujourd'hui, j'essaye d'englober les choses parce que j'ai bien compris aussi qu'on aimait bien nous mettre un peu, tu sais, dans des cases. On en reparlera, mais... Eh bien, bonjour Émilie. Bienvenue dans Somi Story, le podcast des femmes qui ont fait le social media et qui continuent de le faire aujourd'hui. Et je suis ravie que tu sois ma première invitée pour ce premier numéro qui, j'espère, sera le début d'une grande aventure. On en a vécu plein, des aventures en social media depuis toutes ces années. Donc, Émilie Ross. J'ai envie de dire, on ne te présente plus. Eh ben si. Eh ben il faut quand même. Si, quand même. Alors, il faut. Émilie Ross, aujourd'hui, c'est consultante social média pour le foot. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui pour définir Émilie Ross ? Bon, aujourd'hui, j'essaye d'englober les choses parce que j'ai bien compris aussi qu'on aimait bien nous mettre un peu, tu sais, dans des cases. On en reparlera, mais... Donc, je dis que je suis consultante en communication parce que ça englobe quand même beaucoup de choses, même si c'est communication digitale quand même le fond du problème. Et effectivement, comme je travaille dans le foot pour les médias et aussi dans la com digitale, je mets consultante communication et football. Ça permet de réunir un peu toutes mes activités. C'est ça. Et de me présenter un peu facilement. Oui, ça permet de résumer l'essentiel des activités parce que finalement, comme nous toutes, on en a plein des activités. Plein de casquettes. Mais oui, on a plein de casquettes et c'est très difficile finalement de résumer en un terme. Totalement. Alors, il y en a plein d'autres, des métiers comme ça où c'est difficile de résumer en un terme, mais le fait est que ici, c'est particulièrement compliqué parce que même dire consultante en social media, c'est tellement plus derrière. Oui, voilà, c'est-à-dire que le social media, on n'a pas tous la même définition. Tout à fait. Il y a quelques années, on parlait même de web social. On a un peu abandonné cette terminaison. C'est vrai, ça. Alors que c'était très bien, web social, ça englobait un peu finalement tout. Voilà. Et donc, Émilie, comment on en arrive à être consultante en communication et foot en 2025. Parce que quand on a commencé, puisqu'on a le même âge à peu de choses près, donc c'est pour ça que je me permets de dire on, mais quand on a commencé, enfin moi quand j'ai eu le bac par exemple, Internet n'existait pas ou presque, en tout cas pas pour le grand public. Ah, je te confirme. Et quand j'ai fait des études non plus, je me souviens d'avoir eu un module sur les nouvelles technologies. C'était waouh. Ouais. Voilà. Et on commençait vaguement à avoir, je parle même pas d'internet à la maison, dans les entreprises, quoi. Enfin voilà. Vrai. Donc même on postulait pas par mail. Enfin, moi, je me souviens d'acheter le Figaro le lundi matin pour barrer les annonces. Je me moque souvent, mais mes premiers stages, j'utilisais un fax. Enfin, ça paraît un autre monde. Oui. Et effectivement, comme tu dis, à quel moment on fait la bascule ? On fait la bascule parce que on n'a plus le choix et que quand tu travailles en communication, au bout d'un moment, tu as ce phénomène Internet qui arrive, ce phénomène réseaux sociaux qu'on appelait déjà social media et pas réseaux sociaux à l'époque, parce qu'on ne savait pas trop quoi y mettre, qui se résumait grosso modo à Facebook et les blogs. Oui. C'est ça aussi qu'il faut définir. Les forums. Mais bien sûr. Moi, à l'époque, j'étais dans le tourisme. Je travaillais en communication pour un groupe Pierre et Vacances Center Parks. Et en fait, je travaillais dans la com RH. D'accord. Plans sociaux, accompagnement managériaux. Rien à voir avec le social media. Sauf que ce qui me détendait, moi, c'était de passer du temps à l'époque sur un réseau social qui s'appelait Twitter, de la belle époque, où on était à peu près 20 sur ce réseau. Et je live-tweetais ce que je regardais à la télé. Des programmes télé ou alors des matchs de foot. Et c'était vraiment un peu ma bulle de respiration par rapport à mon quotidien de com qui était différent, on va dire. Et puis, est arrivé dans ce groupe-là la transformation digitale.
Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des livres blancs dans chaque grande entreprise pour savoir comment on allait digitaliser, numériser les entreprises. Tout à fait. Et avec mon peu de connaissances personnelles sur l'usage de Facebook, sur le fait que j'écrivais dans des blogs, mais attention parce qu'on faisait le tour des restos. Enfin, Laurence, je me permets parce que tu étais dedans. En fait, on balbutiait sur Internet pour voir comment ça fonctionnait. Et puis, c'était notre bulle d'air. C'était plus du divertissement à l'époque qu'un travail. C'était complètement du divertissement. Tu vois ? Oui, tout à fait. Et en fait, j'ai réussi à allier les deux. Et j'avais la chance d'être dans un grand groupe qui me connaissait déjà. Et du coup, j'ai appris avec eux les réseaux sociaux et qui étaient anecdotiques à l'époque. Et moi, dans le tourisme, les réseaux sociaux, c'était pas du divertissement pour le coup, c'était du service client. Oui, c'était tout à fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé à faire contenu. Mais non, mais pas jamais. Le contenu, c'était les blogs. C'était les blogs. Et alors, on a commencé, moi, quand j'ai tout commencé, je suis arrivée un tout petit peu plus tard, on n'était pas 20 sur Twitter, on était 200. Voilà, c'est ça. Et on parlait de brand content. Bien sûr. Mais personne ne savait ce que ça voulait dire. Ou plutôt si, tout le monde savait. Tu savais faisait des shootings. Fallait pas mettre de promo. Il fallait inviter des gens, si possible, pour qu'ils parlent de ta marque sans mettre de promotion. Voilà. Et personne ne comprenait. Tu as raison. Mais non. Il fallait parler d'un truc pour le vendre, mais sans le vendre. Oui. Et raconter des histoires de marque. C'est là où est né aussi le terme storytelling, qu'on a mis à toutes les sauces. Mais à toutes. Et qu'on continue de mettre à toutes les sauces. Et qui est important au final, parce qu'on le fait primordial. Tous. Qui est même primordial, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a presque perdu le sens du mot storytelling, en tout cas tel qu'on l'utilisait en 2013, 2014. Enfin, hier, quoi, je veux dire. C'est vrai. Mais même le terme, moi je le dis souvent, on oublie que dans social media, il y a social, en fait. Oui. Réseaux sociaux, il y a sociaux. Et en fait, on oublie parce qu'on pense à la puissance des réseaux pour propager un message. Mais on en oublie les individus derrière. On en oublie les individus derrière. Et surtout, comme je le dis toujours, je le répète à mes étudiants en permanence, tu m'as déjà entendu dire cette phrase, la communication est une science sociale. Et le mot-clé de ma phrase, c'est social. C'est vrai. Et en fait, cette phrase, j'en ai conscience parce que j'ai eu une formation universitaire. Donc moi, j'ai appris la communication sous un prisme universitaire, c'est-à-dire la théorie de la communication, Bourdieu, Chomsky, la linguistique, etc. Encore une fois, à une époque où le social media n'existe pas. C'est même pas, ça a commencé et on ne sait pas ce que ça va devenir, ça n'existe pas. Il y avait des MySpace, il y avait des Skyblog, et en plus, on n'avait pas de coup d'avance. Non, on n'avait pas de coup d'avance, on était suiveurs. Et moi, je me souviens de passer des heures sur MySpace à regarder les espaces d'autres personnes, essentiellement des Américains, on ne va pas se mentir, puisque ça venait de là, bien sûr. Pour recopier, en fait. Je me souviens aussi de ce moment où on a eu dans nos boîtes mail, en entreprise, l'interdiction d'utiliser Facebook sur les ordinateurs de bureau. Bien sûr. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais oui. Mais j'avais oublié ce moment. Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'était au-delà de... Ça n'était pas un outil pour l'entreprise. C'était interdit. C'est vrai. Il y a eu des réunions dans les entreprises pour définir les usages, la façon dont on pouvait utiliser les réseaux sociaux à titre professionnel ou personnel. Personne ne savait bien. D'ailleurs, je crois qu'encore aujourd'hui, personne ne sait bien. Ne sait vraiment. Voilà. C'est vrai. Et tu as raison sur un point, c'est qu'on a démarré sur un usage personnel et c'est devenu quelque chose de professionnel. L'avantage qu'on a eu sur notre génération, c'est que tout le monde débutait. Oui, ça. Et que je trouve, moi, je suis nostalgique de cette période-là parce qu'on se donnait tous des conseils. Oui. Dès qu'il y avait des événements qui se réunissaient sur la com, les réseaux sociaux, rappelle-toi, des conférences, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, quand il va, c'est très individualiste. Oui. Alors qu'avant, on passait beaucoup de temps à discuter ensemble en disant « Mais attends, comment t'as fait ça ? Et ça, t'as vu ça ? Est-ce que t'as lu ça ?» Parce qu'on était ensemble dans une galère qui nous animait et qui nous amusait. Oui. Mais je trouvais qu'il y avait... Et du coup, entre les secteurs aussi, on se mélangeait beaucoup plus pour trouver des tips, pour se donner le nom des blogueurs à l'époque. Rappelons aussi que le terme influenceur n'existait pas. Non. Aujourd'hui, j'ai toujours du mal avec ce nom-là. Avant, ça n'existait pas. Non. Et pour autant, les objectifs qu'on avait derrière étaient les mêmes. Parce qu'on revient à ce que tu disais sur du brand content, du storytelling. Ces mots-là sont restés. Oui. Sauf qu'on a essayé d'aiguiller différemment. Mais ouais, moi, ce qui me manque, c'est... avant, on était tous ensemble et il y avait un côté... On se donne les tips sur les réseaux... y avait pas, Instagram n'existait pas, Facebook, il n'y avait pas de vidéos dessus. Très peu. Waouh. Oui. Et je me souviens quand les vidéos ont commencé à se démocratiser. C'est-à-dire, je ne parle pas du moment où les vidéos ont existé, elles existaient depuis toujours. Il y a toujours eu des comptes sur lesquels il y avait de la vidéo. Mais vraiment, c'est devenu
un prérequis, une nécessité absolue. Vine. Merci. Vine. Tu sais que j'étais en train d'y penser. Vine. En disant ces micro-vidéos. 6 secondes. 6 secondes. Et on y passait des heures à réfléchir à comment on allait faire 6 secondes. Je me souviens de la première vidéo que j'ai faite pour une marque sur Vine et où avec mon boss à l'époque, on faisait tourner la vidéo sur nos téléphones pour comprendre ce que ça allait faire. À quel moment les gens réagissaient ou pas, ou ce que tu attendais de ce truc-là. Exactement. Et c'était et on devait convaincre les marques d'acheter une expertise qu'on était en train de construire en la faisant en fait. Mais pour autant, on ne savait pas grand-chose, mais on savait quand même plus que les autres. D'une certaine manière. Tu sais, c'est fou ce que tu dis, mais c'est vrai. Moi, je sais que quand je travaillais avec des agences de communication, des grandes agences de com, moi, j'étais la référente donc chez l'annonceur. Mais tout ça parce que j'avais 500 Pékins qui me suivaient sur Twitter. Néanmoins, à l'époque, c'était ma carte de visite. Et j'ai envie de te dire que, par contre, merci à cette période-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans cette période-là. J'allais le dire. Et en même temps, on est là aujourd'hui en 2025 et on a cette discussion aujourd'hui en 2025 parce qu'un jour, ces années-là ont existé. Parce qu'un jour, on a live-tweeté le Bachelor sur Twitter. Un jour, on s'est fait engueuler par ton père parce qu'on a fait... Oui. Bon, on l'amour est dans le pré. Voilà. C'était bon, une sombre histoire de sourcils. Voilà. Écoute, il faut pas se moquer des gens. Non, mais j'ai appris aussi que on pensait être tout seul derrière nos canapes à live tweeter. Exactement. Et on a appris aussi qu'on faisait du mal aux gens potentiellement, même si c'était pas du tout notre intention. Nous, on était juste fiers de notre vanne. Et je me souviendrai toute ma vie de cette phrase qu'il nous a dite. Je crois que je me suis jamais fait engueuler comme ça par un autre adulte qui n'était pas mon père ou ma mère. Et qui nous a dit cette phrase: si vous n'assumez pas cette phrase en one-to-one, c'est une bonne raison pour ne pas l'écrire. J'invite les uns et les autres aujourd'hui merci Papa Ross, à méditer sur cette phrase et à vous l'appliquer. On gagnerait tous beaucoup de temps si on s'appliquait cette phrase. Et pour l'anecdote, parce que c'est là aussi, tu vois, comment les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, c'est qu'à l'époque, on live-tweetait des émissions en étant tranquille sur notre canapé. Sauf qu'après, les médias télé reprenaient les tweets pour les afficher. Et c'est comme ça que c'est arrivé sur l'ordinateur de mon père. C'était Télé Loisirs qui reprenait, qui faisait un récap du live tweet de la veille. Mon tweet était arrivé là. Et du coup, le tweet que je pensais avoir touché personne, mis à part les potos avec qui on rigolait sur Twitter, a atterri dans le salon de mes parents. Et c'est là où tu te dis, ah oui, en fait, ça peut aller plus loin. Mais ça nous a appris aussi sur... la capacité de rebond, en fait. C'était vraiment la capacité de viralisation, la capacité de diffusion. Finalement, cette expertise qu'on vendait aux marques, ou en tout cas qu'on proposait aux marques, qui était de dire les contenus qu'on va vous aider à créer, on n'appelait pas ça contenu. La matière qu'on va vous aider à créer, on appelait ça la matière. La matière. Mais le contenu existait. Voilà, on n'appelait pas ça contenu. Et quand on parlait de contenu, c'était brand content. Et finalement, dans le fond, personne ne savait bien ce que voulait dire brand content. Non, mais ça, c'est certain. Quand je dis personne ne savait bien, non, si, tout le monde, chacun avait une idée très précise du sens qu'il mettait derrière ce terme de brand content. Mais concrètement, ce que ça allait produire, on n'en savait rien. Non, on n'avait aucune idée. Et quand on sortait des OP, quand on sortait des activations, et on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on en a fait quelques-unes qui sont restées dans les annales, on n'avait aucune idée. C'est ce que je racontais à mes étudiants il y a quelques jours. J'ai fait la 3e tendance sponsorisée sur Twitter. France, évidemment. Personne n'avait d'idée de c'était quoi les objectifs à atteindre. Il n'y en avait pas eu avant. On était les 3e. C'est clair. Donc, de toute façon, quelques résultats obtenus étaient un bon résultat. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que nous sommes restés top 3 pendant 6 mois avec cette TT. Si je donnais les chiffres aujourd'hui, c'est ridicule. Bien sûr. On est resté top 3 pendant 6 mois. C'est là aussi qu'il faut prendre conscience. On parle d'une époque où sur Twitter, il y a moins de 5 millions de Français. 5 millions, c'est énorme. Et en même temps, non, c'est personne. Mais même, rappelle-toi, quand on travaillait pour une marque et qu'on invitait des blogueurs, parce que c'était eux, notre base, c'était eux qu'on voulait convaincre, c'était à eux qu'on voulait transmettre des messages pour que même les transmettre aux communautés. Ces blogueurs n'étaient pas suivis par des millions de personnes, mais on avait une approche sociale par les niches. Oui. Tu te souviens, parce qu'on disait qu'en fait,
on était en train de créer le bouche à oreille digital. Exactement. Et il y avait surtout ce truc où je me souviens très bien d'avoir une discussion en agence avec mes collègues sur, à partir du moment, alors moi-même, 15 ans plus tard, cette phrase n'a plus aucun sens, mais d'avoir cette discussion de, si on parle d'influenceur, on parle de quelqu'un qui est en mesure d'influencer une communauté, peu importe sa taille. Bien sûr. On n'a rien inventé. Non. Nous, on a appris ça et ça s'appelait l'Equi Leader Opinion. Et l'Equi Opinion Leader, donc l'école. Et en fait, on vivait très bien. Hein, donc voilà, bon. Mais donc, c'est devenu... Et j'étais là, mais à partir du moment où je dois rémunérer quelqu'un pour le convaincre sa communauté que mon produit est bon, c'est que j'ai pas compris à quoi ça sert. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque et c'était une autre façon de faire de l'influence. Exactement. On recevait, tu as reçu, j'ai reçu, nous avons tous reçu, quasi tous les matins, le productizing, le petit gimmick de l'activation du jour. Bien sûr. Tu as reçu comme moi j'imagine, les bouteilles de champagne envoyées par une agence qui faisait une promotion de papier pour montrer que tous les papiers ne se valent pas. Alors moi j'ai même eu une autre problématique, c'est que je ne bois pas d'alcool et j'ai reçu plus de 50 bouteilles de bière à l'occasion d'un événement, alors que je leur avais dit non mais je bois pas d'alcool donc ne m'envoyez pas ça. Et en fait c'était une période où tout le monde voulait recevoir des choses et eux ils n'entendaient pas que tu veuilles pas recevoir. On ne te demandait pas ton avis. Non, j'ai reçu une trottinette. Je vivais dans un 25 mètres carrés, la trottinette n'avait pas sa place. Et en même temps, ça nous a permis, et c'est ça qui est fou, c'est qu'on était considérés comme des pseudo-leaders d'opinion, alors que quand tu regardes la taille des communautés qu'on avait avant et aujourd'hui ce que les marques nous demandent en disant « moi je vais pas chercher quelqu'un à moins de 204 followers », forcément, moi, le gap, le grand écart qu'on a fait sur ces sujets, il m'effraie un petit peu, parce qu'en fait, on est passé de key leader opinion à aujourd'hui... Médias de masse, d'une certaine manière. Une sorte d'affichage énorme où en fait les gens ne se répondent plus. Tu es là pour... attention, je vais dire un terme affreux, mais tu es l'homme ou la femme sandwich d'avant. Sauf qu'en fait, tu ne vas pas interagir avec les gens. On te demande juste de faire la promotion de quelque... Tu es devenu un écran supplémentaire. Et en même temps, je l'entends. Alors moi aussi, mais ça n'a tellement rien à voir avec la base. Mais c'est ça. Avec ce qu'on imaginait à la base, où on pensait en fait... Pour moi, à l'époque, les blogs, les réseaux sociaux, c'était un petit peu les RP. Tu sais, les relations presse que tu avais d'un côté, tu avais ces relations digitales de l'autre, ces relations avec des leaders d'opinion qui pouvaient t'aider. Une sorte de relation consommateur aussi. Oui. Et en fait, ça a complètement basculé sur du gros chiffre. Oui. Et je dis respect aux marques aujourd'hui, si elles continuent de travailler avec des gens de niche, avec vraiment des petites communautés, parce que c'est ça qui fera la force, parce que je pense que tout est cyclique. Enfin, dans nos métiers, de toute façon, on le voit bien. Mais c'est bien de ne pas oublier aussi d'où ça vient à la base. Exactement. En fait, c'est de se dire, d'abord, ça fait très longtemps qu'on n'a rien inventé en communication. Oui, je sais, il y en a qui vont hurler en m'entendant dire ça, mais j'assume, c'est pas grave. Je ne parle pas de créativité. Ouais. Je parle d'invention, de manière de faire de la communication, en fait. Le vrai changement, de mon point de vue, qu'ont amené les réseaux sociaux, en particulier le social media, le web social, peu importe comment on le définit en général, c'est qu'on est sorti de ce qu'on faisait en segmentation. C'est-à-dire qu'on a découvert, grâce aux réseaux sociaux, ou plutôt on a enfin accepté l'idée, parce que je pense qu'on le savait avant, que oui, un monsieur de 50 ans peut être fan de jeux vidéo au même titre qu'un ado de 17 ans. Et qu'en fait, ses intérêts communs, de facto, les met dans une même communauté qui finalement est susceptible de recevoir les mêmes discours, les mêmes messages. Parce qu'à un moment donné, sur un intérêt commun, on l'a vu sur le foot. Oui. Parce que ça a été évidemment que ça a été notre marotte, et ça l'est encore. Mais effectivement, d'abord, on était des femmes qui parlaient foot publiquement, on commentait les matchs. Je pense que comme moi, on a dû te demander à l'époque environ 277 fois par jour la règle du hors-jeu. Voilà. Ce qui est étonnant, ce qui est surprenant, c'est que suite à ça, de le constater sur Twitter, que je devais quelque part valider que j'étais fan de foot. Je crois qu'un garçon n'a jamais eu à valider qu'il était fan de foot. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui existait dans la vraie vie.
Sauf que je m'en étais même pas rendu compte. Je l'avais pas noté parce que c'était tellement intégré qu'on se rendait même pas compte que si on disait qu'on aimait le foot, il y avait toujours un gars dans l'assistance pour dire « Ah ouais ? Et c'est quoi le hors-jeu ?» Bon. Ouais, ou de te demander en tout cas de prouver et d'être sûr, et on va te demander pourquoi. Oui. Alors à la fin de la Coupe du Monde 98, j'ai un cousin qui m'a demandé de lui citer les 23 joueurs de l'équipe de France. C'est parce que si je n'étais pas capable de sortir les 23 joueurs de l'équipe de France, ça voulait dire que je n'étais pas réellement une fan de foot. Bon, pas de bol pour lui. Laurence mais qu'importe. Et qu'importe, en fait. Parce que c'est ça le problème, je trouve. Et moi, je sais que c'est pour ça que moi, j'aimais bien, à l'époque, parler de foot sur Twitter, parce qu'il n'y avait pas de justification à donner. Très peu. C'est plus tard que c'est. Ouais, j'étais avec mon pseudo qui était à mon nom. En plus, j'avais pas de soucis. J'avais ma photo, mais en fait, j'étais personne. Et quand je regardais des matchs, je pouvais les live tweeter, pépou sur mon canapé. Et à l'époque, parce que c'est comme ça qu'est née Meuf de Fou, je rappelle juste que sur Twitter, il fallait mettre des hashtags pour définir ta ligne éditoriale. Sinon, tes tweets se perdaient dans les méandres de Twitter. Ça paraît fou aujourd'hui, mais c'était des véritables marqueurs pour que tu identifies les gens qui aimaient telle ou telle chose. On était sur un énorme forum où, en fait, tu étais là pour échanger sur tes hobbies. C'est ça. Complètement. Tu aimais, tu pouvais chercher, enfin moi je me souviens, chercher des adresses de restaurants sur Twitter, des recommandations. Là où tu étais parti en vacances, là, ce que tu regardais en télé, etc. C'est une sorte d'énorme forum. Voilà, c'était une sorte de nouveau blog. Exactement. Et il n'y avait pas d'image. Il n'y avait pas d'image, très peu. C'était le ton. En fait, on était vraiment sur du wording. Il fallait faire la différence sur du wording. Ça aussi, ça faisait du... Enfin, moi, et puis, on était à 140 caractères. C'est vrai. Ah oui, en plus, le sens de la punchline. Mais oui, on n'avait pas le choix. Il y avait 140 caractères. Un lien prenait 22 caractères. Il n'y avait pas de lien au début. Au tout début, il n'y avait pas de lien. Et surtout, rappelez-vous, c'était pas des j'aime, c'était des favoris, c'était des étoiles. Je me souviens du drama quand ça a changé. Quand c'est passé au live. Ah, c'était un drama absolu. Ce qui était intéressant aussi, c'est justement ce qu'en ont fait les médias. Et quand je pense aux médias, je parle vraiment aux médias mainstream et notamment aux médias télé, parce que c'est aussi comme ça qu'on a commencé, parce que les médias télé nous ont identifiés comme leaders d'opinion, nous ont invités sur des événements divers et variés pour créer les usages. Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés en vrai, on s'est rencontrés sur Twitter. C'était notre Tinder amical à nous. On ne swipait pas ni à gauche ni à droite, on scrollait comme ça et ça se passait très bien. On trouvait des potes sur Twitter parce que des intérêts communs. Exactement. Là encore, pour ça, je te dis, ça me fait vraiment penser au forum où tu es fan de jeux vidéo. Là, nous, on était fans de foot et on regardait beaucoup d'émissions. Oui. Et en fait, c'était fou de se dire qu'un jour, on s'est retrouvés chez TF1 pour live tweeter The Voice. Exactement. Alors que tu te dis à quel moment un programme comme The Voice, un groupe comme TF1, a besoin de Laurence, Émilie, Sabrina, à l'époque, pour donner une part de voix sur ce réseau social qui, en fait, correspondait à un certain public. Correspondait à un certain public et pour créer l'usage, on parlait de second écran. Je relisais il n'y a pas très longtemps l'introduction que j'avais faite dans ma reconversion professionnelle pour mon dossier professionnel et j'ai écrit noir sur blanc « Je suis fascinée par les dispositifs de second écran. Je veux apprendre à les concevoir. » Pareil, 15 ans plus tard, ça n'existe plus ou quasi plus. En tout cas, pas de la façon dont on le pensait à l'époque. Et c'est vrai qu'ils avaient besoin de nous, d'une certaine manière. On était les early adopters, finalement, de ces réseaux et de ce fait d'utiliser les réseaux en live pendant une émission télé pour amplifier. Et quand on voit qu'aujourd'hui, Médiamétrie vient de changer récemment sa façon de comptabiliser, et Dieu qu'il était temps, mais sa façon de comptabiliser les audiences pour intégrer justement tous ces relais sur les réseaux sociaux, on prend la mesure finalement de cet usage qu'on a créé il y a 10 ans. Quand je dis on, il y avait toi et moi, et puis il y avait tous les autres. On se retrouvait toujours dans les mêmes événements, etc. D'aucuns pourraient parler d'entre-soi, mais oui, il y avait un peu de ça. Mais c'était pas un entre-soi fermé. Non, c'est parce que c'était un entre-soi des premiers curieux, en fait. C'est ça. On était le groupe des premiers curieux. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que quand on était tous réunis sur des événements comme ça de Social TV à l'époque, on avait tous des profils différents parce qu'on venait tous d'un métier, d'un job à la base différent. Moi, j'étais assistante juridique. Voilà. Et c'était OK parce qu'en fait, on avait là encore une passion en commun, un usage en commun et que ça nous permettait après de développer des choses. Ce qui est drôle aujourd'hui, c'est quand tu recroises des gens,
on en a fait nos métiers parce qu'on a eu la chance d'être précurseurs, mais parce qu'en même temps, il n'y avait pas de formation aux réseaux sociaux, il n'y avait pas de formation à tout ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, si on est venu aussi nous chercher, ce qui est assez fou, mais pour donner des cours, on a donné des cours sur des choses que nous, on a appris sur le tas. Et quand je vois aujourd'hui comment ça s'est spécialisé, mais aussi par la multiplication des réseaux sociaux, les usages différents par réseau, moi, je respecte parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur lesquelles je suis larguée, dans le sens où j'ai pas voulu y aller. Oui. Parce que, je rappelle, mon usage à la base, il était personnel et passionné. Donc, ça a été toute ma limite aussi au bout d'un moment où, tu vois, Snapchat, j'ai lâché l'affaire très rapidement, alors qu'avant, les filtres Snapchat, enfin, rappelle-toi, il y avait des OP spéciales pour diffuser des filtres Snapchat. Aujourd'hui, Snapchat, l'usage a totalement aussi été modifié. À l'arrivée de TikTok, alors, les shorts sur YouTube. Et en même temps, le gâteau est devenu énorme et avec autant de gens pour le manger. Oui, il est énorme, il y a vraiment de la place pour tout le monde parce que les usages sont multiples. Et c'est d'ailleurs, on va arriver au sujet d'après qui est celui aussi qu'on a connu, où on est passé on recrute une chargée de com digitale. Personne ne savait exactement ce que... C'est vrai. C'était pas bien clair. On mettait pas bien clair. Et aujourd'hui, je vois passer régulièrement, tu vois passer régulièrement des annonces ou des demandes. Et tout d'un coup, on lit le descriptif du poste et on se dit, alors attendez les gars. En fait, il y a 5, 6, 7 compétences clés, expertise contenues dans votre poste. Non, personne ne maîtrise ces 6-7 expertises et compétences clés. Avec la création de contenu qu'on attend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, moi je le dis souvent à des marques ou des gens avec qui je travaille, moi je suis en capacité de t'accompagner sur les réseaux sociaux, de faire de la stratégie, de faire des recommandations. Par contre, je ne suis pas une créatrice de contenu, me demande pas de monter, de créer, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas vidéaste. Et en fait, on a eu une période où on a tout englobé. Oui. Parce que comme tout le monde apprenait, il fallait être polyvalent sur tout. Et tu étais le JRI, CM. Et en plus, si tu pouvais t'occuper du CRM derrière. Parce que, en fait, avec les réseaux sociaux, on peut récupérer de la data. Et là, tu devenais une sorte de Shiva. Et tu te perdais en expertise totalement. Et aujourd'hui, là où je te rejoins, c'est que moi, il y a beaucoup d'offres social media. Je suis restée très au taquet de tout ce qui peut passer. Tu vois, en offre, en candidature et tout. Et aussi pour faire des passes à plein de monde. Allez, j'ai envie de te dire, les 3/4 des poches, je ne peux pas y répondre. Parce que l'expertise est beaucoup trop pointue sur certaines choses et en même temps, au bout d'un moment, tu ne peux pas tout faire. Non. Ça, j'en reste convaincue. J'étais convaincue avant, je le suis toujours là-dessus. C'est sûr. Et on le voit d'ailleurs. On travaille régulièrement avec des gens qui, sur le papier, savent un peu tout faire. Et en fait, pardon, mais on se rend vite compte qu'ils savent surtout rien faire. Je m'explique, loin de moi l'idée de les qualifier d'incompétents, mais savoir faire un petit peu de stratégie, savoir faire un petit peu de production de contenu, savoir faire un petit peu de brief créa, c'est bien, mais ça ne sera jamais suffisant pour être réellement... et d'ailleurs, j'ai changé il n'y a pas très longtemps le terme de mon poste. Je suis passée de social media manager à social media stratégiste. Parce qu'en fait, c'est mon métier à moi. Il y a plein. Je fus social media manager, je ne le suis plus et je ne veux plus l'être. Non, parce que les réseaux ont évolué. Exactement. Et parce que mon expertise sur les réseaux et ma compréhension des réseaux fait que je suis finalement bien meilleure en social media stratégiste qu'en social media manager. Et il y a des social media managers qui sont excellents et qui ne sont pas forcément les meilleurs stratégistes. Non. Et voilà, mais bien sûr que c'est OK. Au contraire. Mais j'ai une question pour toi, justement, parce qu'on est des vieux de la vieille, alors on va assumer. Voilà. Totalement. Voilà. Ton premier ordi, tu te souviens ? Un Amstrad dans la salle à manger des parents. Et pour moi, ça se résume juste à... Je jouais à Arkanoid dessus. Et je sais même pas pourquoi on avait récupéré ça. Ça me paraît fou parce que mes parents n'étaient pas connectés de fou. Bref, ce truc-là a atterri dans la salle à manger, je jouais à Arkanoid. Et tu sais, à Paperboy, le gars qui distribuait les journaux à vélo. Et pour moi, c'était fou, mais par contre, c'était la seule chose l'ordinateur, pour moi, était apparenté au jeu. Oui, c'est ça. Voilà. C'est tout ce que je voyais et j'imaginais, quoi. Et ton premier ordi que tu t'es acheté ? Celui que tu as décidé d'avoir parce que tout d'un coup, c'était toi qui décidais que... Il y a pas longtemps, il y a 3 ans.
Tu sais pourquoi ? Non, je t'assure, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que je me suis mise à mon compte et je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'avais besoin de m'équiper, moi. Avant, c'était limite c'était le taf. Oui, c'est ça. Et il y avait toujours un ordinateur qui traînait à la maison, mais c'était jamais un premier achat. Ouais, c'est ça. Moi, les ordinateurs de maison, c'est des trucs qu'on récupérait. Le voisin n'en voulait plus. Le bureau du papa qui te dit, vous voulez pas récupérer ça parce qu'on sait plus quoi en faire. Je me souviens pas d'avoir acheté un ordinateur. Je pense que si on pose la question à mon frère qui a 7 ans de moins que moi, lui va plus se rappeler de ça. Oui. Mais moi, mon premier ordinateur, l'achat que moi j'ai fait avec mes deniers personnels, c'est il y a 3 ans quand je me suis mise à mon compte. C'est fou. Mais quand on y pense. Mais bien sûr. Parce que, voilà. Oui, parce que moi, mon premier ordinateur, c'est mon papa qui nous l'avait offert pour Noël. C'était un Thomson T09. Et on jouait au tennis avec ma sœur dessus. On avait un jeu de tennis, voilà. Mais on ne faisait rien d'autre. Ah mais non, mais c'est pour ça que je te dis, c'était le jeu. C'était le jeu. Ouais. Après, moi, j'ai commencé à m'en servir comme une machine à écrire. J'étais fascinée par les dactylos. Moi aussi. Ça me fascinait. Et déjà, la machine à écrire, chez mes grands-parents, j'adorais. Et donc, voilà. Donc, je tapais tous mes cours à l'ordinateur. Savoir taper vite, c'était mon life goal. Me demandez pas pourquoi. À l'époque, je voulais être pédiatre. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu aurais quand même écrit très vite tes ordonnances. C'est ça. Mais donc, voilà. Donc, ton premier téléphone portable. Mon premier, je crois que c'était un Ola, un Ola ou un Bebop, je sais plus le nom. Non, attends. C'était un vieux Nokia, mais c'était une brique. Il était d'une lourdeur, et je te le dis parce que je l'étais déjà pris sur le pied. Oui. Par contre, rien ne cassait. Ah non, c'était improbable. Il y avait une antenne, on sortait l'antenne, et tu le tenais. Et je sais même... Aujourd'hui, t'avais quel âge ? Je pourrais même pas te dire. Mais je pense que j'étais majeure. Oui, probablement. Quand je suis de 82, quand est-ce que tout ça est arrivé ? Ou peut-être pas. Oh si, quand même. Ouais. Non, si, parce qu'avant, de 16 à 18, je pense que j'avais les beepers. Ah oui, les tam-tams et autres, tu vois, qu'on avait à l'époque. Moi, c'est ce que j'ai lu en premier aussi. Oui, on a tous eu ça. On allait s'appeler aux cabines téléphoniques et tout ça. Mais le téléphone portable, moi, la vraie révolution que je retiens, c'est l'arrivée du SMS. Oui. Ça a tout changé. Et ça a tout changé. Ah, ça a tout changé, vraiment. Et ça, c'était... Parce qu'en fait, je pense que le téléphone, on savait déjà et on aimait bien s'appeler de chez nous. Pourquoi ? Parce que tu voulais être à l'aise, etc. Et il y avait un côté, tu savais pas quoi faire de ton truc. Et puis, excusez-moi, ça rentrait nulle part. Et puis, il y avait des forfaits. On avait 1 heure d'appel par mois. Ah oui. Il fallait pas dépasser. Il fallait pas dépasser, ça montait très très vite. Et c'était pas les mêmes tarifs qu'aujourd'hui. Et c'était pas les mêmes tarifs, merci Free. Mais voilà, effectivement... Et même d'avoir Internet. Enfin, moi, je me souviens par contre, quand j'étais chez Pierre et Vacances, l'année où j'ai passé un certain cap et du coup, j'ai eu un BlackBerry professionnel et j'avais mes mails sur ce téléphone. Je n'arrivais pas à comprendre. Enfin, c'était trop d'informations sur un petit objet. La maîtrise j'étais là à me dire, en fait, non, je préfère répondre sur mon ordinateur. Oui. Tu vois, il y avait quelque chose de ça. Je n'arrivais pas à assimiler l'arrivée des mails sur un téléphone. Et encore à l'époque, tu sais, les BlackBerry, c'était pas vraiment des téléphones. Je sais plus comment ils appelaient ça, mais bref, trop d'informations sur un petit truc où en fait, non, la seule chose que je voulais, moi, c'était envoyer des SMS. C'est ça qui m'éclatait. Et envoyer des tweets. Voilà, c'était ça. Non, mais c'était ça, effectivement. Moi, je me souviens du premier mail que j'ai envoyé pour des raisons professionnelles. C'était en 1998. Oui. Mais en même temps, il m'a marqué ce premier mail. D'abord parce qu'il y avait un seul ordinateur du bureau. Je parle d'une époque où je travaille dans une agence, on est sur 4 étages. Je ne sais pas combien on était, je me souviens plus, mais on était une bonne quarantaine. Donc il y avait autant de postes de travail qu'il y avait de salariés, bien évidemment. Donc les mails n'étaient accessibles que sur un seul ordinateur, donc qui était celui d'un employé, d'un salarié. Et je devais envoyer un mail. Et donc je vais le voir. Et je comprends pas. Je comprends pas comment ce document que j'ai entre les mains va arriver chez quelqu'un à l'autre bout de Paris par l'ordinateur. Je comprends pas. Et là, je n'oublierai jamais la réponse. Il m'a regardé, il me fait « Pourquoi le fax, tu comprends ?» Non, mais moi, le fax m'a toujours fasciné. Voilà. Et encore aujourd'hui, je m'excuse. Mais moi non plus. Voilà. Il y a un côté magique. Il y a un côté magique. Et en fait, oui, en vrai, on s'était pas posé la question du fax. Non, c'est vrai. Pourtant, dans le genre chelou, on faisait passer un papier dans une machine. Mais c'était tangible. Oui, il y avait quelque chose de tangible. Je suis d'accord. Le mail,
ça partait dans les limbes. On avait le sentiment que ça partait dans les limbes. Bon, bref. Donc, c'était 1998. Tu te souviens, t'as quand même une mémoire. Voilà. Par contre, après ça a été très rapide parce que ce premier mail, c'est 1998. En revanche, mon premier emploi en CDI, c'est 1er janvier 2000. Ouais. Et là déjà, ça y est, c'est devenu un usage. C'est une norme. C'est une norme. Tout le monde utilise des mails au travail. Donc, 18 mois plus tard, c'est une norme. C'est fou. Par contre, on n'a pas Internet à la maison. Pas encore, en tout cas, à ce moment-là. Enfin, certains, oui, mais voilà. Ouais. Et je me souviens de discussions aussi où ceux qui avaient Internet dans les entreprises, Internet à grande vitesse, à haut débit. Ah oui, à haut débit. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on est là, la DSL, la fibre. Mais bien sûr, quand t'as pas la fibre chez toi, t'es là. Ah non, mais attends, mon fichier WeTransfer, j'ai mis 15 minutes à le télécharger. Et ma grande, avant, tu savais, la machine à laver s'arrêtait tellement t'étais longue. Mais bien sûr. J'adore. Et quand on mettait 3 jours à télécharger des films, et qu'une fois sur 2, c'est un film porno qu'on avait téléchargé. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà. C'est vrai, t'as raison, la dimension latente. C'est complètement... C'est ça, moi, je pense. Et je lisais, j'ai vu passer hier, justement, une analyse par une psychologue spécialisée sur les adolescents de la série Adolescence, que je n'ai pas encore regardée, mais qu'a priori, étant mère d'une adolescente, quelque chose me dit qu'il faut que je regarde, mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Et bref, elle partait de cette série pour dire, voilà, ceux qui ont regardé cette série, je comprends, vous avez peur de ci, de ça. Et grosso modo, elle listait l'ensemble des mots AUX qu'on peut attribuer à l'adolescence en général. Et ce qu'elle disait, c'est rien de nouveau sous le soleil, les gars. Toutes les générations ont été la génération perdue de la génération d'avant. Oui. Attention, loin de moi l'idée de minimiser les risques des réseaux sociaux et tout ce que ça a comme impact sur l'attention et tout ça. Je fais partie des gens, je constate chaque jour que je fais partie des gens qui sont impactés du fait de mon usage des réseaux sociaux. C'est un fait, c'est factuel. On n'est plus capable de regarder un film d'1h30 sans consulter notre téléphone. Non, mais ça, c'est terrible. Je ne sais pas regarder la télé sans mon téléphone. Voilà, c'est factuel. Il y a un moment donné, il faut accepter cette idée. C'est comme ça. Est-ce que je lutte contre ? Pas vraiment. Voilà. Pour autant, et en fait, ce qu'elle disait, c'est voilà, n'oubliez jamais que nous avons tous été la génération perdue d'une génération d'avant. Et c'est vrai que tous ceux-là qui critiquent la Gen Z, qui veut pas bosser, qui veut pas ci, qui veut pas ça. Moi, j'ai une fille qui fait partie de la Gen Z et j'observe beaucoup ce qu'elle fait, comment elle interagit, les usages c'est même pas qu'elle intègre, avec lesquels elle est née finalement d'une certaine manière. Et ce que je vois surtout, c'est qu'elle a des compétences aujourd'hui du haut de ses même pas 16 ans que nous avons mis des années à acquérir en entreprise. Il y a des choses que nous, on avait qu'elle n'a pas. C'est factuel aussi. Et en fait, c'est pas tant de se poser la question de est-ce qu'ils sont une génération perdue ou pas. Ils sont la génération de leur temps, point barre, comme on a été la génération de notre temps. Avec les usages de ce temps-là. Exactement. Et renier ça, ça existe. Point, ça existe. Se dire que c'est le mal ne changera pas le fait que ça existe. Le mieux, c'est donc effectivement de réguler, parce que la régulation est importante, et je pense à l'IA, par exemple, qui est en train de révolutionner quelque chose dont la révolution est à peine terminée, mais voilà, et qui est même encore en cours, voilà. Donc la régulation va être nécessaire, importante. En revanche, se dire ça va faire perdre... Non, oui, peut-être. C'est là. C'est trop tard. Il fallait se poser la question avant. Enfin, je veux dire, si c'était un tel sujet, il aurait fallu se poser la question avant. Ça existe. Ça existe. Après, ce qui a été compliqué, c'est qu'on n'a jamais eu les coups d'avance. Donc, en fait, on ne s'est pas rendu compte de la place que tout ça allait prendre dans nos vies. Oui. Mais ça, tu peux le mettre au titre des GAFA. Le fait qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est ta troisième main... paraît complètement fou quand je te dis qu'il y a X temps, je savais pas quoi faire avec un BlackBerry qui me prenait trop de place, il rentrait pas dans ma poche, c'était pas concevable, on les éteignait le week-end. Là aujourd'hui, si t'as pas ton téléphone, tu fais tout avec ton téléphone. Donc effectivement, ça évolue. Après, je trouve que sur nos métiers de tout ce qui est communication digitale, réseaux sociaux, c'est aussi quelle est notre responsabilité par rapport à tout ça. Oui. Parce qu'on a contribué aussi au toujours plus. Tout à fait. Parce qu'on a aidé toutes ces marques, toutes ces ambitions, on a créé de nouveaux objectifs. Où en fait, avant, tu avais des objectifs télé, radio, sur des médias classiques. Bim, on t'a filé des objectifs réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que tu veux aussi que les gens soient captifs. Oui.
Enfin voilà. C'est la guerre de l'attention. Hein. En fait, c'est pas la guerre du storytelling ou du contenu, c'est la guerre de l'attention. C'est comment on chope l'attention de ce scroll infini. Il y a TikTok Shop là, qui a ouvert en début de semaine et j'ai fait un post la semaine dernière sur ce sujet qui était de dire, et c'est d'ailleurs de là qu'est partie l'idée de ce podcast au départ, qui était de dire on en a connu des technos qui devaient révolutionner et qui ont juste rien révolutionné du tout. Je prends toujours cet exemple-là, mais coucou le métaverse, les gars, en fait. Et c'est sûrement une très, très bonne idée. On n'en est pas là. Et est-ce qu'on y sera un jour? J'en sais rien. Et basta, en fait, c'est pas la question. On s'adaptera et on verra. Et en même temps... La disparition du nombre de likes sur Instagram, ça devait modifier l'engagement. Dans les faits, ça a modifié rien du tout. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pas suffisamment pour qu'on puisse parler de révolution. TikTok Shop, finalement, c'est exactement le même débat. L'internaute chinois n'est pas l'internaute français, mais ça c'est pareil, on n'avait pas besoin de TikTok Shop pour le découvrir. Et ceux qui viennent de l'apprendre, je suis désolée les gars, je ne sais pas sur quelle planète vous habitez. Et surtout, les usages qui vont être injectés par un TikTok Shop vont mettre, là pour le coup, on est sur un usage, une modification profonde de la manière de consommer. Mais pas des réseaux sociaux. En fait, le problème, c'est qu'on essaye de nous vendre une révolution social média. Alors que ce n'est pas une révolution social média, c'est une révolution d'usage. D'usage, mais de la même manière où sur Instagram, aujourd'hui, si tu publies une photo, tu peux mettre d'où vient ton sweat pour que les gens y aient accès directement. Donc, moi, ça me choque pas parce que c'est devenu un incontournable. Avant, tout le monde avait une télévision. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone avec des réseaux sociaux. OK, comment tu restes dans ta consommation quand tu vois avant le nombre, je sais pas, compter dans vos villes le nombre d'abribus, de campagnes d'affichage qu'il y a. Enfin, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, ça arrive dans ta poche, mais ça arrive dans ta poche parce que tu allumes le réseau. Exactement. Enfin, faut bien être d'accord aussi, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui viennent sonner chez toi en te disant t'as acheté ça, t'as acheté ça, t'as acheté ça. On continue d'être sur un acte volontaire et c'est là où j'ai du mal avec le débat. Exactement. Qui est de dire, quand je passe 3 heures sur TikTok par jour, je le fais en conscience. Quand je dis que je le fais en conscience, est-ce qu'au moment où je fais 3 heures sur TikTok, mais bien sûr, évidemment que je suis on est d'accord. Par contre, j'ai pleinement conscience que oui, je passe 3 heures sur TikTok par jour. C'est ma réalité en ce moment, c'est lié à un moment de vie, bref. Est-ce que pour autant, je ne fais rien d'autre? Non. Et surtout, j'en reviens à l'adolescence, mais nos enfants seront sur ces réseaux. Nos enfants considèrent ces réseaux, cet usage comme un outil. C'est leur télé à eux. C'est leur télé à eux. Exactement. Ma fille ne regarde pas la télé. Jamais. La semaine dernière, je lui ai demandé d'allumer la télé parce que je voulais regarder un truc. Elle ne sait pas allumer la télé. Ni allumer la télé, la box, tout ça. En tout cas, pour ça fonctionne. Elle ne sait pas faire. Moi, travaillant dans des médias, télé, radio, j'explique souvent que ce sont les outils qui sont morts. C'est-à-dire que la télévision dans le salon qui réunit les gens, ça n'existe plus. Par contre, le contenu que tu mets dans ta télévision, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis que ce contenu télé, bizarrement, il arrive très, très bien sur ton téléphone aussi. Donc, en fait, c'est plus les vendeurs de télé, à mon sens, qui doivent s'inquiéter. Tu vois, que les producteurs de télévision derrière, parce que ton produit, qui était captif uniquement pour de la télévision, non, aujourd'hui, il est multi-usage et il est multi-device. Exactement, il est multi-device. Et surtout, je ne sais pas si tu te souviens, on est en 2013 ou 2014. Taratata meurt pour la 17e fois de sa belle mort, faute d'audience. Parce que ne perdons jamais de vue que cette émission disparaît faute d'audience. Certainement qu'elle n'est pas programmée aux bons horaires, aux bons machins. C'est pas le débat. Cette émission est arrêtée pour faute d'audience. Branle-bas de combat, drama sur Twitter, parce que les gens présents, l'audience de Twitter à l'époque, est également l'audience de Taratata. En tout cas, une audience affinitaire. Donc, drama sur Twitter, etc. Et là, Nagui ou la société de production, je me souviens plus, bref, annonce que, en fait, c'est pas fini et que ça arrive sur YouTube. C'était surréaliste. Cette émission qui s'arrêtait en télé allait être produite sur YouTube. On est en 2013 ou 2014. Aujourd'hui, en 2025, d'abord, c'est une norme. Le Covid est passé par là. Le Covid, sur la prod d'émission, le Covid est passé par là. Parce qu'effectivement, on l'a vu pendant ce premier confinement, le confinement de mars 2020, où tout d'un coup, il a fallu une fois de plus
se réinventer, réinventer les usages. C'est le moment où, pour moi, la bascule, elle s'est faite sur Twitter. Moi, c'est le moment où j'ai arrêté d'aller sur Twitter quotidiennement pour préserver ma santé mentale et pour préserver l'absence de régulation, finalement, qui était en train de s'y installer. Là où avant, peut-être qu'elle n'existait pas non plus, mais en tout cas, j'en étais protégée. D'une manière ou d'une autre. Alors ça, par contre, je n'y avais pas accès. Moi, c'est ce que je dis aussi. En tout cas, ça n'arrivait pas jusqu'à moi. Voilà, exactement. Est-ce que tout était parfait sur Twitter ? Je ne pense pas. On est sûr que non. Il y a eu des affaires qui sont sorties dont on sait que non, tout n'était pas parfait. Mais on n'était pas concernés. On parle également d'une époque où... Pardon, on fait vraiment les vieilles de la vieille. On parle d'une époque où il y a eu une application qui s'appelait Secret. Est-ce que tu te souviens de cette application ? Si, tu balançais des gens, non ? Tu pluguais ton compte Facebook, et ça balançait sur les agences et les gens qui travaillaient en agence et les directeurs d'agence. Et je n'oublierai jamais, c'est une copine en commun qui avait fait un statut Facebook en disant « Je viens de faire le tri dans mes amis Facebook. Je suis passée de, je me souviens plus des chiffres, mais de 4900 à 2000 amis. Bizarrement, je n'ai plus d'amis sur Secret. » C'était une de celles qui prenait le plus cher sur Secret. Pourquoi elle ? Probablement parce que c'était une femme, probablement parce qu'elle était jeune et elle avait un titre de directrice. Ça dérangeait beaucoup de monde parce que oui, on s'est tous aidés et oui, on a tous appris, mais il y a eu aussi, parce que ce reste des êtres humains et qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que c'était mieux avant, c'est juste de se rappeler que ça a eu lieu, que ça a existé tout n'était pas parfait. Mais en même temps, Secret a duré 3 mois. Parce que rapidement, je dis 3 mois, c'est peut-être 4, attention. Bon. Mais rapidement, et si quelqu'un sait, n'hésitez pas dans les commentaires, mais rapidement, on a compris qu'on était allé trop loin, en fait. Ça n'était pas possible, on ne pouvait pas basculer dans quelque chose. Et c'est pour ça que j'explique tout le temps que... Parce que rappelle-toi, il y a plein de réseaux sociaux qui ont essayé de sortir à chaque fois, et en fait, ça dépend de l'usage. Tu sais, le truc là où les gens pouvaient faire des audios, là, tu sais, des sortes de conférences. Ah oui, écoute, il y a 1 an, pourtant c'était il y a 2 ans, j'ai oublié. Et moi, je sais que j'ai dit, oh là, j'adhère pas à ce truc-là. Et moi, j'aimais bien. T'es malade, faut y aller, c'est l'avenir, etc. Les résultats. Flop, et c'est OK, en fait. Oui, c'est OK. Mais en fait, c'est vraiment l'usage des gens. Et moi, c'est ça que je veux rappeler aux humains qui y a derrière tous ces réseaux, même nous, qui travaillons. Et nous, les professionnels de la profession. De dire, tu fais de ces réseaux ce que tu as envie d'en faire aussi. C'est ça. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, voilà, je le répète, les réseaux vont pas sonner à ta porte. Non. Ils n'arrivent pas dans ta boîte aux lettres à la rigueur. Je suis plus saoulée par les trucs là, les numéros de plombier de mon quartier qui tous les jours arrivent dans ma boîte aux lettres. Je sais pas comment. Mais voilà. Oui, c'est ça. Et le démarchage téléphonique et tout ça. Et finalement, on en parle finalement assez peu. Enfin, si on en parle, il y a des législations qui passent tous les jours et tout ça, mais finalement, c'est bien plus intrusif. Je suis moins protégée sur les gars qui essayent de vendre des panneaux solaires. On est d'accord. Ah oui, mais oui, mais tout à fait. Parce que je peux les bloquer qu'après, alors que les réseaux sociaux, si tu veux pas, tu vas pas. On est d'accord. Et puis finalement, on se rend compte aussi que l'avantage des réseaux sociaux ou même de l'usage du téléphone, on l'a tous testé au moins une fois, donc on sait. Il suffit de désactiver les notifs. Ouais. Après, je comprends qu'il y a une appétence, une dépendance, etc. Mais ça revient aussi à l'âge et à l'usage. On a cette conversation aussi parce qu'on a plus de 40 piges et que du coup, on a vu d'autres choses, on a fait avant et on a un recul et des choses à côté. Moi, je comprends totalement les gens qui sont addicts à leur téléphone avec des taux de consommation complètement fous et qui peuvent pas s'endormir sans avoir passé 4 heures sur TikTok. Écoute, c'est OK, ce sera pas mal. C'est OK, en fait. Oui, avant, je m'endormais devant Crime sur Énergie 12. Ouais. Non, mais... Et c'est pas, est-ce que c'était mieux ou moins bien, c'est pas le débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, les usages n'ont pas été créés par les réseaux. Les usages ont été amplifiés par les réseaux, par le smartphone. On n'a rien inventé. Le temps passe. C'est quoi ta plus belle OP ? Celle dont vraiment, mais genre, si tu devais la refaire demain, tu la referais demain. La plus belle OP, moi, c'est plus... t'étais là, mais alors, c'est pas la plus belle du tout que j'ai faite parce que je m'excuse auprès de tous ceux avec qui j'ai fait des trucs de ouf parce que les réseaux sociaux m'ont vraiment permis de vivre des expériences complètement folles. Moi, c'est la première où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? C'était à l'époque avec Weiwei, qui m'avait invitée à aller au Parc des Princes et du coup, je t'avais demandé de m'accompagner. Et pour moi, c'est là où ça a marqué une bascule, c'est que... alors déjà, on était reçus au Parc des Princes, qui pour moi était fou, en salon, ce qui était fou, et il m'avait offert un téléphone portable.
Et moi, je suis désolée, mais c'était pour moi, les téléphones portables, c'est précieux, ça a un coût. Tu peux pas te donner. Je vous parle de ça. C'était avant l'euro. C'était 2015. Ouais, ben, c'était avril 2015. Et en fait, cette OP, pour moi, elle m'a marquée, elle me marquera toujours parce que je pense que je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Je me suis demandé comment on pouvait me remettre un téléphone à plus de 500 ou 800 balles à l'époque. Enfin, c'était pas possible. Par exemple, je n'aurais pas pu l'acheter. Donc, bref, comment c'est possible ? Et du coup, cette OP, c'est pas forcément la plus belle, mais c'est celle qui m'a marquée en disant waouh, on est en train de vivre un truc là, il y a un point de bascule. Oui. Après, j'ai eu de la chance et je continue encore aujourd'hui. On est en 2025 et tu vois, 10 piges après. J'étais avant-hier en bord de terrain avec Intermarché pour la Coupe de France. Ça me met toujours les poils et j'ai toujours les yeux qui brillent parce que le football est ma passion et les réseaux sociaux m'ont permis d'en vivre et d'être sur un bord de terrain et d'avoir des accrèdes. Je garde toutes mes accréditations qu'on me donne depuis l'époque. Oui. Et donc, la plus belle OP, c'est celle aussi qui te permet de vivre des souvenirs en fait, avec des gens que tu aimes bien. Bah voilà, celle-là, elle m'a marquée parce que je t'ai dit, viens Lolo, on va faire un truc et il nous avait floqué des maillots à nos noms. Aujourd'hui, ça peut paraître tellement basique pour plein de gens parce que c'est OK. Non, en tout cas, moi, d'où je venais, etc., c'était pas... Donc voilà, cette OP, elle m'a marquée à jamais. Après, j'ai eu de la chance de faire des trucs incroyables, de voyager. T'as amené un camion en haut d'une montagne. Mais ouais, le food T'as amené un camion en haut d'une montagne avec Grégory Cohen. Grégory Cohen et Rodolphe Roux. Oui. Deux génies fous à l'écoute qui me disent, écoute, on a une idée, on va faire un food truck Pierre et Vacances et pour marquer les esprits parce qu'il fallait faire du bruit. On va le monter en haut d'une montagne et après on le mettra sur l'eau. Et j'ai dit, ces gars sont fous, je les aime trop. Et on a fait ça pour qu'après, on puisse avoir des retombées médias, parler de notre marque. Et là, pour le coup, c'était du brain content. Exactement. Et c'était notre objectif. Mais tu vois, capillotracté. Hein, mais en fait, on y arrivait. On a fait parler de nous sur les réseaux sociaux. On avait parlé de nous dans la presse, etc. Et c'était comment on se réinvente et comment tu es une marque de tourisme. Et par le biais d'un food truck à burger, tu arrives à faire parler de ta marque. Et pour moi, ce qui est important derrière tout ça, c'est de retenir les gens qui l'ont fait. Oui. Deux génies créatifs que sont Rodolphe Roux et Grégory Cohen qui se tapent dans la main et qui y croient parce que crois-moi que avant cette OP, on n'est pas beaucoup au sein de Pierre et Vacances Center Park à y croire et mis à part se dire ils sont zinzins, ils ont que ça à faire. On n'a plus, voilà. Il y avait ça effectivement. On était perçus comme les trublions. Ouais. Alors moi je l'ai un petit peu moins les fous du bus. Oui, aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai. Alors moi je l'ai un tout petit peu moins perçu comme tel parce que j'étais côté agence. Oui. Donc moi on était les fouteurs de merde, ceux qui arrivaient avec des idées. Comme toi pour Lego. Voilà. Pardon, mais exactement. Moi, ton activation pour Lego avec les chaussons Lego pour éviter que tu puisses marcher sur des Lego, c'est quand même ce qu'il y a de plus basique. C'est-à-dire que et waouh! Et effectivement, on n'a pas le même regard quand on est dans le milieu et qu'on voit ce que les autres font et en disant respect parce que je sais comment tu as galéré pour convaincre X personnes que ça allait être l'OP du siècle. Tout à fait. Et alors, non seulement on a galéré pour convaincre et surtout, on en parlait avec Loïc Chauveau, qui est celui qui a eu cette idée de génie à l'époque. Moi, j'étais côté annonceur sur cette OP-là et il y avait Hélène Giroux aussi qui était ma N+1 sur cette OP et qui un jour m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ok, si t'y crois, on y va ». Bon, on a cassé Internet avec cette OP, mais dans les faits, ce que disait Loïc, c'est que la force de cette activation, et c'est vrai aussi pour le camion que tu as monté en haut, qu'on a fait monter en haut d'une montagne, c'est qu'en fait, on pourrait la refaire aujourd'hui, elle marcherait pareil. Parce qu'elle était basée sur quelque chose qui reste une réalité aujourd'hui, finalement, peu importe les évolutions des usages. Il y a eu d'autres OP qui sont directement liées aux usages, qui ne sont pas forcément celles qu'on a faites. Je ne sais pas pourquoi, dans mon cerveau, est passé l'OP de Nescafé, où il y a un gars qui est parti avec 2 tasses Nescafé rencontrer ses amis Facebook dans la vraie vie. Ah oui, j'avais oublié ce truc. Bon. C'était génial. Ouais. C'était génial. C'était génial en brain content. C'était génial sur l'insight. C'était génial sur tellement de choses. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens parce que les amis Facebook, c'est pas ce que c'était il y a 10 ans. Bien sûr. Et cette idée géniale, qui était géniale il y a 10 ans, ou il y a 12 ans, je ne sais plus, c'est pas on ne pourrait pas la refaire. En tout cas, pas en l'état aujourd'hui. Et il y a aussi également des OP qui ont été, et mon rêve, si cette personne voit ce podcast, DM, quel est le DIRCLI qui a géré
Léon sur Facebook, l'activation pour DDB du musée de la Grande Guerre de Meaux, où on avait Léon qui partait au front pendant la Première Guerre mondiale, et si Facebook avait existé à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et on a eu, là pour le coup, mais il y a toi, eu du t'as vraiment une mémoire. Mais c'est pour ça que je fais Some History, c'est parce que je me souviens des histoires. Bon, voilà. Mon rêve, c'est de discuter avec l'équipe qui a créé cette activation, parce que deux choses. D'abord, elle est restée dans mes annales. En tout cas, c'est pour moi une activation de référence sur la capacité d'usage d'un contenu existant. Pour un musée, ça faisait tellement sens. De raconter une histoire qu'on connaissait mais qu'on ne connaissait pas, quelque part. De la raconter non plus au prisme géopolitique, mais au prisme de l'humain. Parce que Léon, le dernier message de cette page, c'est Léon est mort. Bon, voilà. Et ils ont hacké une mécanique qu'on ne pourra plus jamais utiliser sur les réseaux. C'était un one-shot. C'était une idée de génie qui n'était pas reproductible. Parce que sinon, tout de suite, on tombait dans du plagiat ou en tout cas de la redite, et ça n'avait pas d'intérêt particulier. La dernière, et pour conclure, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on a échangé dans la vraie vie, en dehors de un live Twitch chez TF1, parce qu'on est tous au même endroit, ou voilà. Alors moi, j'ai un moment, c'est mon moment. Ouais. On est sortis lors d'un dîner proche de la Tour Eiffel, dans un restaurant proche de la Tour Eiffel, où on avait été invités pour manger, parce que ça aussi, ça se faisait. Oui. Merci à tous les restaurateurs qui ont cru en nous, alors que... on a été nourris. Hein, je suis pas sûre d'avoir été une grande influenceuse bouffe à l'époque, mais en tout cas, j'ai bien mangé. Merci à tous. Oui. Et pour moi, c'est là où en fait la connexion s'est faite sur justement, et on parlait des problématiques qu'on avait avec ce milieu des réseaux sociaux, du social media, comment faire un métier, que en fait pourquoi nous, on venait pas de là, et en plus on avait des parcours similaires, toi et moi. Alors similaires, pas sur les secteurs d'activité, mais on atterrissait quelque part. On savait pas ce qu'on allait en faire. Et surtout, moi, j'avais très peu de vision. Moi, je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, et j'avance comme ça. Alors que toi, tu aimes savoir, et en fait, tu m'as aussi aidé à me projeter. Et moi, je pense que je t'ai rassurée sur le moment présent. En tout cas, moi, c'est mon moment. Voilà. Alors, effectivement, c'est le moment où on a été fumer une cigarette. Oui, désolée, on a été fumer une cigarette. Ce qui est à retenir, et ça sera le mot de la fin, on faisait des dîners avec des inconnus et on était contentes, et on passait des soirées de dingue. Parce que ce dîner dont tu parles, on est effectivement invités. On est 8 ou 9 ou 10, je ne sais plus exactement. On ne se connaît pas. Non, on a échangé des tweets sur The Voice, Le Bachelor et je ne sais quoi, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu dans la vraie vie. Pour certains, on s'est croisés dans des réunions ou des événements professionnels, mais on ne se connaît pas. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, était tellement nouveau à l'époque, et a réinventé aussi la manière dont on interagissait dans un milieu professionnel. C'est vrai. Ça a réinventé nos vies, en fait. Ça a réinventé nos vies. Merci, Émilie, Laurence. C'était passionnant. J'ai adoré ce moment. Très bonne continuation à ce podcast. Tu vas nous raconter plein d'histoires. J'espère. Bravo. Merci encore. Merci d'avoir écouté Some History #1. J'espère que c'est le premier d'une très longue série. Et rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode d'après. Voilà. À bientôt. La fête, ma Lolo!